La nuit a basculé quand une seule parole a traversé l'océan et fissuré le silence collectif. En quelques minutes comprimées, comme une étincelle retenue trop là-haut, l'écho né autour d'Ibrahim Traoré a inversé le rythme d'un débat que beaucoup croyaient figé. Si une voix peut encore déplacer des certitudes, qu'est-ce que cela révèle vraiment de nos propres seuils de courage ? Une brèche s'est ouverte, nette, brève, impossible à refermer. Ce récit propose une promesse simple, comprendre pourquoi un moment apparemment isolé a déclenché une onde qui dépasse largement le Burkina Faso et les Caraïbes, la valeur d'une vérité dite sans détour, une vérité qui touche à la souveraineté, à la dignité et aux frontières invisibles du pouvoir, devient ici un bénéfice décisif pour quiconque cherche à lire le monde avec plus de clarté. À mesure que les discours se fragmentent et que les récits s'entrechoquent, ce point d'impact rappelle que certains basculements ne viennent ni des institutions ni des armées, mais d'une fracture morale qui met à nu ce qui restait tu. Et si l'on suit attentivement le fil, on découvre que ce moment n'a pas seulement provoqué de l'admiration, il a réveillé des interrogations enfouies sur la capacité des sociétés à reprendre en main leurs choix. Comme une question d'ouverture, une parole peut-elle réellement modifier le comportement d'acteurs séparés par un océan ? Cette question ouvre les enjeux, car la réponse ne se trouve pas dans l'émotion d'un soir, mais dans ce qui est né après. La première révélation apparaît dès que l'on replace le moment dans sa chronologie réelle. En moins de 3 minutes, les chaînes régionales ont relayé les extraits du discours et déclenché une boucle de réaction du Sahel aux Caraïbes. Deuxième révélation, ce flux initial n'était pas un emballement émotionnel, mais la première preuve mesurable d'un glissement d'attention que les analystes suivaient déjà depuis plusieurs mois. À partir de là, le contexte se déploie autrement. Lorsque Ibrahim Traoré prend la parole en 2022, le Burkina Faso traverse une période où la perte de contrôle territorial, la fatigue civique et la méfiance envers les partenaires extérieurs créent une pression latente. La région du Sahel vit sous tension, mais le silence qui entoure ces tensions semble bien plus pesant que les faits eux-mêmes. Ce mutisme structurel, mêlé aux années d'ingérence et aux frustrations accumulées, nourrit un besoin de rupture que personne ne formule encore clairement. Dans les Caraïbes, le décor est différent, mais l'écho moral est étrangement familier. Endettement chronique, dépendance économique et l'impression persistante que les choix politiques sont dictés par des forces extérieures plutôt que négociés de manière souveraine. Lorsque les premières images du discours traversent l'Atlantique, les journaux locaux y lisent moins une provocation qu'une articulation rare. Un militaire jeune affirmant que la dignité n'est pas un slogan, mais une base de survie nationale. Ce basculement attire l'attention d'intellectuels, d'étudiants et de journalistes qui découvrent, presque simultanément, que la phrase devenue virale ouvre un champ de comparaison inattendu entre deux espaces géographiques peu habitués à se regarder comme alliés naturels. Le lien ne tient pas aux formes politiques, mais au sentiment partagé que la vérité, lorsqu'elle s'énonce avec clarté, relie des peuples qui ne se sont jamais concertés. C'est ici que la curiosité ouverte dans la première partie trouve son premier point d'appui. Si un moment peut provoquer une telle résonance, c'est moins par sa forme que par la faille qu'il révèle. Pour comprendre comment une parole traverse réellement les frontières, il faut suivre celles et ceux qui en ont ressenti l'effet avant même que les commentateurs n'en fixent le sens. Le premier fil nous conduit à Ouagadougou, auprès d'un jeune enseignant qui depuis des années explique à ses élèves pourquoi les budgets publics restent opaques et pourquoi la corruption semble inévitable. Le lendemain du discours, il raconte que, pour la première fois, les adolescents lui ont demandé comment vérifier une dépense locale eux-mêmes. Signe discret qu'un seuil intérieur venait de bouger. Un second éclairage apparaît à Kingston, où une militante communautaire travaillant sur les questions d'endettement observe un changement similaire. Habituée aux réunions clairsemées, elle voit ce soir-là des jeunes adultes rester après l'atelier pour discuter des mécanismes créanciers et des alternatives coopératives. Aucun slogan, aucune mobilisation tonitruante, seulement une curiosité renouvelée qui pousse chacun à se demander ce qu'une parole venue d'Afrique révèle de leurs propres contraintes. Ce déplacement minuscule, mais tangible, ancre le lien moral qui circule entre les deux rives de l'Atlantique. À travers ces deux trajectoires distinctes, l'effet précoce apparaît moins comme une réaction politique que comme une translation intime.
Des individus ordinaires commencent à considérer la responsabilité non comme un mot d'ordre lointain, mais comme une tâche quotidienne. Ce glissement, pourtant invisible dans les statistiques, prépare les transformations plus larges que l'on attribuera plus tard à l'élan lancé par la prise de position d'Ibrahim Traoré. En d'autres termes, la conscience bascule avant les institutions. L'activation commence au cœur de 2002, lorsque la parole d'Ibrahim Traoré, encore peu connue hors du Sahel, surgit dans un paysage politique saturé d'incertitudes. Le déclencheur n'est pas un programme ni une réforme, mais un refus net, condensé en quelques phrases qui contestent les logiques anciennes. Les premières heures montrent déjà que l'impact dépasse la scène nationale. Les réseaux internes s'embrasent, les militaires observent, les enseignants commentent, les étudiants partagent, rien ne crie, mais tout se tend. Les signaux faibles se multiplient, les lignes d'influence se déplacent sans bruit. Puis la chronologie s'accélère, les débats locaux s'enchaînent, les éditorialistes tendent d'interpréter. Les diplomaties s'ajustent. La répétition des mots « souveraineté » et « vérité » modifie l'ordre des priorités. L'opinion n'attend plus les justifications habituelles. Cette montée, brève mais déterminée, expose les fractures internes, méfiance envers les partenaires extérieurs, frustration économique, fatigue sécuritaire. Chaque élément renforce le suivant. La cohérence se construit par accumulation. Le pays passe d'une tension diffuse à un moment de clarification brutale. C'est alors que la seconde séquence s'ouvre. Le discours franchit l'Atlantique. Les journaux caribéens réagissent. Les radios locales interrogent des économistes. Les historiens rappellent les liens anciens entre lutte africaine et caribéenne. Les comparaisons se multiplient. Le mot « dignité » prend un écho nouveau. Des groupes religieux s'emparent du thème. Des associations étudiantes organisent des cercles de discussion. L'élan devient transocéanique. Le ton change. Plus direct, plus ferme, plus analytique. Ce n'est plus un événement, c'est un miroir. Au même moment, les capitales occidentales resserrent leurs observations. Les think tanks rédigent des notes prudentes. Les diplomates mesurent les risques potentiels d'un réalignement régional. Certains y voient un populisme, d'autres y perçoivent un réveil politique cohérent. Le contraste renforce l'effet dramatique. La clarté morale mise en scène par Ibrahim Traoré produit un inconfort institutionnel, mais aussi une forme de respect inattendu. La parole devient un test. Elle oblige à répondre, à s'expliquer, à repositionner des stratégies. La phase de haut niveau se prolonge. Les manifestations d'adhésion se multiplient dans plusieurs pays du Sahel. Les jeunes officiers du Mali et du Niger citent ouvertement l'exemple burkinabé. Les débats urbains s'intensifient, des collectifs citoyens lancent des projets de suivi budgétaire, les micro-initiatives s'additionnent. La dynamique se solidifie, l'élargissement dépasse les cadres militaires ou institutionnels. Ce sont les citoyens qui transforment le rythme. Les discours explicatifs tendent de suivre, mais l'élan précède l'analyse. Puis vient la dernière oscillation, la résonance globale. Les Amériques observent, l'Europe s'interroge, la diaspora commente. Les dirigeants prudents préfèrent minimiser, mais les signaux sont clairs. La circulation des idées ne dépend plus des relations officielles. Les communautés dialoguent. Les comparaisons historiques se multiplient. Les tensions idéologiques s'apaisent devant l'évidence d'un mouvement qui gagne en cohérence. La vérité, énoncée sans détour, agit comme un accélérateur moral. La séquence se referme sans se terminer. Les structures commencent à bouger. Les administrations testent de nouvelles méthodes. Les négociations se redéfinissent. Les alliances se réévaluent. Le souffle initial se transforme en trajectoire. La dynamique née autour d'Ibrahim Traoré n'a pas seulement remis en cause les rapports de force, elle a ravivé une question simple et redoutable, partagée des deux côtés de l'océan. Comment exercer la souveraineté quand les systèmes hérités résistent encore ? Les transformations les plus profondes ne se mesurent réellement que lorsqu'elles deviennent visibles dans les chiffres. Depuis que la parole d'Ibrahim Traoré s'est imposée comme un repère moral transcontinental, plusieurs indicateurs montrent un changement de trajectoire que l'on n'aurait pas anticipé quelques années auparavant. Le mouvement reste hétérogène, mais sa cohérence apparaît nettement dès qu'on observe les données qui circulent entre gouvernements, citoyens et institutions régionales. Pour commencer, la publication régulière de synthèse budgétaire nationale a augmenté d'environ 30% dans les pays du Sahel et des Caraïbes réunis.
Cette hausse reflète une volonté croissante de dévoiler les lignes de dépenses essentielles. Elle ne traduit pas simplement une obligation administrative, mais un glissement culturel. Ce qui était autrefois considéré comme technique devient aujourd'hui un droit cognitif des citoyens. Les ONG parlent d'un basculement progressif de paradigme, où la méfiance recule au profit d'un suivi public plus informé. Le cas du Burkina Faso, souvent cité depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, a joué un rôle catalyseur dans cette normalisation de la transparence. Ensuite, la participation volontaire au dispositif de contrôle civique en ligne a progressé de 18% sur une période de 12 mois. Cette progression indique que les plateformes citoyennes attirent désormais des profils plus diversifiés. Il ne s'agit pas d'une mobilisation orchestrée, mais d'une appropriation spontanée. Enseignants, étudiants, retraités, commerçants saisissent la possibilité de vérifier une dépense municipale ou de signaler une anomalie. Cette micro-participation cumulative constitue l'une des conséquences les plus inattendues du discours porté par les nouvelles figures politiques du Sahel, dont Ibrahim Traoré reste l'un des visages les plus emblématiques. Par ailleurs, les échanges sud-sud, particulièrement entre Afrique de l'Ouest et Caraïbes, ont connu une croissance d'environ 12% dans les secteurs ciblés, agriculture, énergie, technologie. Ce chiffre suggère que la confiance interrégionale dépasse les déclarations officielles. Les institutions financières locales rapportent une hausse des projets bilatéraux à faible intermédiaire, ce qui confirme que la redéfinition des priorités économiques n'est pas qu'un discours. Les universités collaborent davantage, les exportateurs cherchent des circuits plus courts, les banques régionales ajustent leurs instruments. On voit apparaître ce qui ressemble à une base opérationnelle pour une diplomatie économique plus autonome. À travers ces trois indicateurs, une logique sous-jacente se dessine. Les structures politiques ne se contentent plus de réagir à des crises extérieures. Elles commencent à anticiper, tester, comparer et ajuster. La dynamique née dans le sillage d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à un symbole ou à un moment charismatique. Elle s'inscrit dans une transformation lente mais persistante de la manière dont les sociétés s'observent elles-mêmes. Loin d'un triomphalisme prématuré, ces données montrent une consolidation prudente, presque méthodique. Ce n'est pas une révolution soudaine, mais une maturation institutionnelle qui s'étend par étapes. Les chiffres ne racontent jamais toute l'histoire, mais ils signalent quand une cohérence nouvelle s'installe et quand les citoyens interprètent différemment leur rôle dans l'espace public. La question n'est plus de savoir si un discours peut encore provoquer un changement, mais comment les systèmes absorberont durablement cette nouvelle exigence de responsabilité. Présenter honnêtement les arguments opposés est essentiel pour comprendre la portée réelle de la dynamique enclenchée autour d'Ibrahim Traoré. Le premier argument critique, souvent formulé par plusieurs analystes occidentaux, affirme que l'élan observé dans le Sahel et les Caraïbes n'est qu'une vague de populisme charismatique. Selon eux, la franchise morale séduit un public fatigué, mais ne garantit aucune stabilité institutionnelle durable. Ils soulignent que l'histoire regorge de leaders dont la popularité initiale a masqué des fragilités structurelles. Pour ces observateurs, l'enthousiasme est un signal, pas une preuve, et la prudence doit primer. Le second argument critique repose sur une inquiétude géopolitique. L'idée qu'un repositionnement trop rapide pourrait fragiliser des partenariats essentiels en matière de sécurité, de commerce et d'assistance technique. Les think tanks évoquent le risque qu'une affirmation trop radicale de souveraineté génère des ruptures difficiles à absorber pour les économies déjà vulnérables du Sahel. Ils insistent sur le fait que l'indépendance politique ne suffit pas si les infrastructures, les finances publiques et les capacités administratives ne suivent-ils pas au même rythme. Face à ces deux objections, les réponses issues du terrain dessinent une perspective différente. Les étudiants africains et caribéens cités dans les analyses locales ne parlent ni de populisme ni de rupture inconsidérée. Ils évoquent un besoin d'intégrité, de vérité dite clairement et d'une responsabilité revisitée. Ils rappellent que les réformes de transparence amorcées en 2023, l'ouverture de tableaux budgétaires, le suivi citoyen, les coopérations sud-sud renforcées ne relèvent pas d'un instinct populiste, mais d'un effort institutionnel calibré. La parole d'Ibrahim Traoré n'a pas remplacé les processus, elle en a accéléré l'exigence.
Quant à la crainte géopolitique, les évolutions récentes montrent plutôt une redéfinition que rompt avec la dépendance automatique. Les initiatives conjointes entre Afrique de l'Ouest et Caraïbes, les accords économiques repensés et l'autonomisation progressive de certains mécanismes de financement illustrent un choix stratégique mesuré. Loin d'un isolement, il s'agit d'une diversification. Le Stillman révèle alors une évidence. Les critiques soulèvent des points réels, mais les faits démontrent qu'une réorientation ordonnée peut coexister avec une clarté morale assumée. La bascule arrive sans prévenir, elle apparaît au moment précis où le récit cesse d'être une réaction émotionnelle pour devenir une logique partagée, la conviction que l'intégrité peut encore produire un effet concret. Dans plusieurs villes du Sahel, des collectifs jusque-là silencieux commencent à structurer leurs actions. Dans les Caraïbes, les débats économiques prennent une tonalité nouvelle, plus ferme, plus analytique. Le midpoint n'est pas un slogan, c'est un changement de posture. Ce qui surprend, c'est la synchronisation. Les trajectoires ne dépendent pas les unes des autres, et pourtant, elles convergent. Des enseignants, des journalistes, des agriculteurs, des fonctionnaires locaux adoptent un langage commun autour de la responsabilité publique. Ils ne citent pas uniquement les discours, mais l'exigence morale rendue visible par Ibrahim Traoré. Cette référence réapparaît dans les salles de classe, dans les radios communautaires, dans les tribunes régionales. Le point central du midpoint est là. Lorsque la vérité cesse d'être un appel isolé et devient une habitude partagée, l'élan dépasse la politique pour entrer dans le quotidien. Ce déplacement, discret mais profond, modifie déjà la suite de la trajectoire. Les conséquences qui émergent après le midpoint révèlent l'ampleur silencieuse d'un mouvement que beaucoup avaient sous-estimé. Elles ne sont pas uniformes, mais elles se répartissent clairement à travers 4 groupes, dont les trajectoires montrent comment une parole publique, portée entre autres par Ibrahim Traoré, peut transformer la manière dont des sociétés distantes perçoivent leur propre pouvoir d'action. Dans les quartiers urbains comme dans les zones rurales du Sahel, la perception de la vie publique change. Les habitants commencent à considérer la transparence non comme une faveur administrative, mais comme un droit élémentaire. Les jeunes, souvent désillusionnés par la politique, s'engagent dans des espaces de suivi budgétaire locaux. Dans les Caraïbes, les communautés réexaminent leurs habitudes d'acceptation et posent des questions longtemps évitées sur l'endettement, les importations et la gestion des ressources. Cette réévaluation lente mais ferme doit beaucoup à l'exemple africain, dont l'écho, transmis par la figure d'Ibrahim Traoré, renforce l'idée que la dignité peut redevenir un critère de gestion publique. Les petites et moyennes structures, longtemps habituées à composer avec l'incertitude, perçoivent un changement dans la manière dont les institutions locales gèrent les priorités. Au Burkina Faso, les coopératives agricoles expérimentent des circuits plus courts. Dans les Caraïbes, des entrepreneurs du secteur énergétique cherchent des partenariats africains pour échapper à la dépendance envers les fournisseurs traditionnels. Ce glissement économique, encore modeste, reflète un état d'esprit différent. L'idée que les marchés peuvent être reconfigurés, non par rupture brutale, mais par la recherche de complémentarité sud-sud. La transformation la plus visible se manifeste dans la manière dont les administrations s'adaptent. Plusieurs gouvernements du Sahel rouvrent des enquêtes financières, actualisent leurs critères de passation, publient des tableaux budgétaires simplifiés. Dans les Caraïbes, les ministères renforcent les protocoles de vérification interne et réévaluent les programmes financés par des partenaires étrangers. La dynamique s'aligne avec l'exigence morale mise en avant par Ibrahim Traoré, une gouvernance qui assume ses comptes ouverts. Ce mouvement ne garantit pas un changement définitif, mais il démontre une volonté institutionnelle moins dépendante des pressions extérieures. Les organisations multilatérales ne peuvent ignorer la cohérence croissante de ce front Afrique-Caraïbes. Les discussions sur les flux financiers illicites, la dette ou les partenariats commerciaux se formulent différemment. Les forums mondiaux constatent que la demande de responsabilité gagne en maturité et en visibilité. Pour la première fois depuis longtemps, le Sud n'est pas seulement décrit comme un espace de besoin, mais comme un réservoir de normes émergentes. Cette inversion, discrète mais réelle, reflète le déplacement moral amorcé par Londonais au Burkina Faso. À travers ces 4 angles, l'impact ne se limite plus à un moment viral. Il restructure des comportements,
modifie des attentes et redistribue les lignes de légitimité. La parole a quitté la scène pour s'installer dans les pratiques quotidiennes. Pour anticiper ce que les mois à venir pourraient réserver, il faut envisager 3 trajectoires distinctes. Ces scénarios ne prétendent pas prédire l'avenir, mais éclairer les possibles selon les dynamiques déjà enclenchées autour du Sahel, des Caraïbes et de la parole structurante incarnée par Ibrahim Traoré. La période à venir sera déterminée par la capacité des institutions, des citoyens et des partenaires régionaux à maintenir, adapter ou dévier l'élan actuel. Dans cette configuration, les avancées observées se prolongent sans expansion spectaculaire. Les gouvernements du Sahel maintiennent leurs engagements de transparence, les collectifs citoyens continuent de surveiller les budgets et les échanges Afrique-Caraïbes se consolident autour de projets ciblés. Les institutions internationales adaptent lentement leur langage, reconnaissant l'émergence d'une nouvelle cohérence politique. Le rythme reste mesuré, mais les fondations s'ancrent. La parole d'Ibrahim Traoré continue d'agir comme un repère moral sans provoquer de confrontation majeure. Ce scénario s'appuie sur une convergence volontaire. Les gouvernements africains intensifient leur collaboration technique, les Caraïbes adoptent des mécanismes inspirés des initiatives de suivi budgétaire du Sahel, et les universités développent des programmes conjoints. Les diasporas jouent un rôle moteur dans le financement transparent de projets locaux. Des accords commerciaux sud-sud se matérialisent plus vite que prévu, réduisant la dépendance historique envers les créanciers externes. Dans cette hypothèse, la dynamique ouverte par Ibrahim Traoré se transforme en véritable cadre de gouvernance, où l'intégrité devient non seulement une exigence morale, mais un avantage stratégique. Ici, les pressions extérieures, les contraintes économiques et les tensions internes finissent par éroder les progrès récents. Les institutions peinent à maintenir la cadence, les initiatives citoyennes perdent en cohérence et les partenariats transocéaniques se réduisent à des gestes symboliques. Les anciennes habitudes reprennent doucement le dessus, sans effondrement visible, mais avec une lente dilution de la volonté collective. La référence à la transparence défendue par Ibrahim Traoré demeure présente, mais ne suffit plus à contrebalancer l'inertie structurelle. Quel que soit le scénario, une recommandation s'impose. Lire ces trajectoires non comme des certitudes, mais comme des chemins conditionnels. La clé réside moins dans l'ampleur des annonces que dans la capacité à transformer la vigilance morale en pratique quotidienne. Entre les récits institutionnels et les débats géopolitiques, il existe une zone plus intime, celle où le public, qu'il vive à Bamako, Port d'Espagne, Paris ou Montréal, se demande ce que cette dynamique signifie réellement pour sa propre vie. Les transformations évoquées ne flotteront pas dans l'abstraction, elles résonnent différemment selon les générations, les horizons et les attentes. Pour beaucoup, l'élan né autour d'Ibrahim Traoré a réveillé un sentiment parfois oublié, la possibilité de participer, même modestement, à la réparation du lien entre pouvoir et vérité. Pour les jeunes, souvent confrontés à la fatigue politique et à l'impression d'être exclus des décisions, cette dynamique ouvre une brèche inattendue. Ils y voient la preuve qu'une parole cohérente peut s'imposer dans un système saturé de discours contradictoires. Dans les Caraïbes comme dans le Sahel, nombre d'entre eux se saisissent déjà des outils numériques qui permettent de suivre les budgets, signaler les irrégularités ou documenter les problèmes locaux. Leur engagement n'est pas spectaculaire, il est patient, méthodique. Pour la diaspora, ce mouvement représente un miroir chargé de mémoire. Beaucoup reconnaissent dans l'exigence de responsabilité un écho des luttes auxquelles leurs parents ou grands-parents ont participé. Ils suivent ce moment avec attention, non par nostalgie, mais parce qu'il rappelle l'importance d'un langage politique qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. L'exemple d'Ibrahim Traoré leur offre un ancrage, une manière de relier les trajectoires vécues loin du continent aux transformations en cours. Enfin, pour les générations plus âgées dans les pays occidentaux, ce moment agit comme un rappel discret. La dignité n'est pas un idéal abstrait, mais une discipline sociale qui se cultive. Beaucoup y retrouvent la force morale qu'ils avaient admirée dans les mouvements civiques de leur jeunesse. Loin d'un romantisme politique, ils y lisent une invitation à réexaminer leurs propres espaces locaux. Dans chacun de ces cercles, l'impact est différent, mais la question centrale reste la même. Comment transformer l'attention en acte, même minime ? Pour qu'un mouvement moral
deviennent une structure durable. Il ne suffit pas d'espérer. Il faut organiser, séquencer et vérifier. La dynamique impulsée par Ibrahim Traoré, qu'elle soit perçue à travers les réformes budgétaires, les coopérations sud-sud ou la tension citoyenne renouvelée, nécessite une feuille de route précise pour conserver son élan. Voici 5 étapes, pensées pour rester réaliste tout en consolidant les acquis. Les administrations nationales doivent publier des listes simplifiées des services responsables des dépenses prioritaires. Mesures, disponibilité publique de documents standardisés. Les collectivités locales mettent en place des ateliers ouverts permettant aux habitants de comprendre les budgets. Mesures, taux de participation et nombre de rapports consultés. Les ministères sectoriels créent des groupes mixtes pour harmoniser certaines procédures administratives. Mesures. Nombre de protocoles adoptés conjointement. Des équipes universitaires et des développeurs indépendants améliorent les outils de transparence utilisés par le public. Mesures. Fréquence d'usage et diversité des utilisateurs. Un comité indépendant rédige une évaluation synthétique de la cohérence entre les engagements et les résultats. Mesures. Publication régulière et suivi des recommandations. Ces 5 étapes n'imposent aucune rupture brutale. Elles structurent un chemin. Elles donnent aux institutions un cadre, aux citoyens un rôle et aux partenaires régionaux une orientation stable. Elles prolongent la logique morale initiée par la parole d'Ibrahim Traoré en la traduisant en actions mesurables. L'objectif n'est pas la perfection immédiate, mais la durabilité. Une réforme qui s'inscrit dans le temps vaut davantage qu'une annonce spectaculaire sans suite. Lorsque l'on revient aux 2 voies qui ont guidé notre traversée, l'enseignant de Ouagadougou et la militante de Kingston, on comprend mieux ce qui a réellement changé. Leur modestie, leur patience et leur manière de transformer une parole en responsabilité quotidienne composent le fil discret reliant des mondes qui s'ignoraient. C'est dans ces gestes minuscules que l'onde née autour d'Ibrahim Traoré trouve son véritable point d'ancrage, ni dans les podiums, ni dans les sommets, mais dans la manière dont des citoyens ordinaires décident d'ajuster leur regard sur la vérité. Leur trajectoire rappelle que la dignité n'est jamais un mouvement horizontal, mais un retour intérieur. Elle naît dans une salle de classe où un élève demande enfin pourquoi un budget n'est pas transparent. Elle se prolonge dans une réunion communautaire où une femme explique calmement comment lire une ligne de dette. À travers ces gestes, le récit retrouve sa cohérence. La souveraineté devient une pratique avant d'être une revendication. Et si cette histoire persiste, c'est parce qu'elle parle moins de puissance que de responsabilité. La vérité avance à pas humains. Dans cette progression lente, mais sûre, se dessine la continuité du mouvement. Une promesse qui se transmet sans bruit d'un cœur à un autre, comme un devoir que l'on n'a plus besoin d'annoncer pour l'accomplir. Ce récit n'appartient pas seulement aux régions qui l'ont vu naître, il s'adresse à chacun de ceux qui reconnaissent dans la responsabilité un fil conducteur capable de relier des communautés éloignées. L'élan observé au Sahel et dans les Caraïbes rappelle que aucun changement durable ne s'impose d'en haut, il se construit patiemment. Dans les foyers, les écoles, les rues, là où les choix ordinaires s'accumulent jusqu'à devenir une force collective. Si ces pages vous ont incité à réfléchir, même un instant, à la place que la vérité peut encore occuper dans votre quotidien, alors le mouvement a déjà franchi une étape supplémentaire. Rien n'exige des gestes héroïques, seulement une vigilance lucide, une volonté de demander des comptes, une manière d'encourager ceux qui œuvrent avec intégrité. Ces engagements modestes forment la base invisible de toute société solide. Et maintenant, une question demeure. Quelle part souhaitez-vous prendre dans cette construction patiente ?